Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. On se retrouve pour le 3e épisode. Cette semaine, on va parler de motivation vs discipline. Juste avant, jingle. Juste avant d'attaquer le sujet, je voulais vous parler un petit peu du podcast, remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont soutenus en nous mettant 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et qui ont suivi les comptes. C'est important pour nous parce que c'est vrai qu'on lance un podcast de zéro, c'est pas forcément le plus simple. Beaucoup se lancent dans un podcast en ayant déjà une audience sur un autre média ou un autre réseau. Là, on part de zéro, c'est pas forcément facile toujours de se créer une audience. Là, c'est vrai qu'on est surtout bouche à oreille, alors on en parle un petit peu tout autour de nous, à nos amis, à la salle de sport, éventuellement au travail, avec des collègues avec qui ça peut matcher. Et c'est vrai qu'on voit les écoutes qui augmentent, on est quasiment à 100 écoutes en une semaine, donc on est très très content. C'est vrai on avait demandé à la fin des autres épisodes de mettre 5 étoiles sur les plateformes. On a parlé avec plusieurs podcasteurs, plusieurs créateurs de contenu, c'est parce que personne ne sait vraiment comment marche le référencement sur les plateformes d'écoute. Et c'est vrai que on a un peu notre théorie, c'est que c'est un petit peu un mélange entre le nombre d'épisodes, le nombre d'écoutes et le nombre de notes. Donc c'est pour ça que on essaye d'ajuster ces 3 leviers en même temps et qu'on avait sorti 2 épisodes la première semaine, tout simplement pour le lancer un petit peu et essayer d'améliorer notre référencement. Donc on va voir comment ça progresse dans les prochaines semaines. On attaque tout de suite avec la boom anecdote de cette semaine. Cette fois, c'est moi qui vais présenter la mienne. Et je me suis replongé un petit peu sur mes débuts dans le monde du travail et notamment sur comment j'avais eu mon alternance. Et je me suis rendu compte que c'était une bonne anecdote qui rentrait bien dans notre thème de Quitte le Boomer Dream. Donc pour vous la détailler un petit peu, j'étais en dernière année, je rentrais en dernière année de master et on avait eu la chance qu'il était passé en alternance cette année-là. Donc on était un petit peu les premiers à essuyer les plâtres d'un passage d'un master en alternance et de devoir trouver ce premier contrat. Et forcément on avait tâtonné un petit peu. J'étais dans un master droit des affaires et fiscalité, donc on va dire que c'était plutôt pour s'orienter vers la profession d'avocat. Beaucoup dans ma promo avaient trouvé des alternances ou des stages à Paris et moi j'avais choisi de rester sur Montpellier parce que j'avais pas envie de prendre un deuxième appart et non plus travailler à Paris, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'avais cherché un petit peu, j'avais trouvé un cabinet avec un des intervenants qui nous a fait réaliser déjà des cours en fiscalité. Donc moi j'avais envie de m'orienter vers la fiscalité, mais c'est vrai que je me posais déjà la question d'aller ou pas vers la profession d'avocat. Ça faisait encore à peu près 2 ans d'études après le master, avec en plus un concours à l'entrée, plus les difficultés au début de pas pouvoir emprunter. J'avais déjà des objectifs d'investissement immobilier, je voyais bien que les contrats on va dire qu'on a quand on est avocat, c'est-à-dire qu'on est profession libérale, c'était pas le mieux pour emprunter, donc je préférais peut-être choisir une autre voie et j'avais quand même trouvé ce cabinet qui cherchait un alternant, donc j'avais passé l'entretien, il m'avait accepté, et ça c'était au mois d'avril, donc l'alternance commençait en septembre. Et en fait déjà ce qu'ils avaient tiqué un petit peu à l'entretien, c'était que je leur avais dit que je savais pas encore si j'allais forcément aller dans la profession d'avocat, enfin en tout cas je voulais faire un stage en fiscalité, je leur ai dit que probablement je me dirigerais plutôt vers la profession de juriste. Et ils avaient un petit peu tiqué parce qu'eux ils recrutaient un alternant et on aurait dit qu'ils recrutaient leur futur associé parce qu'ils étaient un petit peu dans tous leurs états en mode oui mais bon nous on recrute un alternant, c'est pour que plus tard il soit avocat, qu'il vienne dans le cabinet, qu'à terme il prenne des parts. Bon, c'était déjà un petit peu gros pour un étudiant qui se pose un petit peu la question de qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, dans quel domaine il va travailler, de déjà presque on veut recruter un associé, donc c'était un peu compliqué, mais bon je m'étais dit c'est pas très grave, de toute façon moi je ferai le job d'un alternant, je le ferai bien et je veux simplement juste avoir une première expérience et après j'aviserai. Et en fait au milieu du mois de juillet, donc même pas 6 semaines avant le début de la nouvelle année de master et en plein milieu de l'été, ils m'ont tout simplement appelé pour me dire que finalement ils me prendraient pas comme alternant et que je vais me débrouiller pour me trouver une nouvelle alternance. Donc moi qui avais fait les démarches en amont 6 mois avant de commencer à essayer de trouver une alternance, je me retrouvais à 5 semaines de la rentrée et de mon premier job sans alternance aucune et ça a été un gros coup de stress pour moi. Je m'étais dit mais c'est pas possible de me retrouver dans une situation et de me planter au dernier moment. J'avais eu la chance finalement qu'à ce moment-là je réalisais un stage dans la banque dans laquelle je travaille toujours aujourd'hui qui a finalement pu me prendre en alternance
alternance alors que c'était absolument pas prévu, en plus en plein été, vous imaginez en banque tout le monde est en vacances, donc en plus c'est galère, ça avait pris des semaines, j'avais eu la réponse sur le fil une semaine avant de commencer l'année scolaire, donc heureusement que et je les en remercie de m'avoir pu me donner ce contrat au dernier moment, mais là encore je m'étais dit c'est pas possible, ces boomers qui ont franchement des idées de vouloir absolument recruter un alternant pour en faire un futur associé, alors que nous clairement c'est normal quand on finit nos études, on voit 6 mois, 1 an, on voit qu'on veut avoir notre diplôme, rentrer dans la vie active et après on avise. Et finalement ils avaient pris quelqu'un d'autre comme alternant, quelqu'un qui voulait se diriger à la profession d'avocat, qui n'est pas non plus resté dans leur cabinet à la fin de l'alternance, quoi. Donc comme quoi leur plan de recruter un alternant pour en faire un futur associé, là encore on voit la déconnexion finalement des boomers avec notre génération et simplement sur la vision que nous on a de rentrer petit à petit dans la vie. Ouais, surtout que eux, je suis pas sûre qu'à notre âge ils se seraient aussi projetés, tu sais, dans l'association directement. Enfin c'est une lubie, quoi, je sais oui. pas. Oui, t'as raison complètement. En fait, déjà eux aussi à notre âge, ils se posaient sans doute peut-être les mêmes questions que nous. Alors bon, c'était peut-être un peu différent, mais personne, en tout cas à 21 ans, se posait la question de devenir avocat et s'associer dans un cabinet alors qu'on n'a même pas le diplôme de fin de master 2, quoi. Du coup, dans ce 3e épisode, on se retrouve pour parler de la motivation vs discipline. Et pour introduire le sujet, tu peux un peu nous parler de la journée d'hier ? Oui, tout à fait. Alors la journée d'hier était un peu particulière. C'est la première fois qu'on faisait une journée entière de club d'investisseurs. On a rencontré d'autres investisseurs, on a échangé avec eux, on a passé un bon moment. Et on n'y est pas allé que pour ça. On y allait également parce qu'on avait un autre... surtout un projet en cours dont on vous donnera plus de détails dès que ça se précisera. Mais c'est vrai que du coup, ça a été un moment très intéressant et enrichissant. On a pu échanger chacun de nos anecdotes, de nos projets, de nos différentes stratégies. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de motivation et que quand on sort de ce genre de journée, en fait, on a envie de tout arracher et de tout lancer dès le soir même. Mais c'est vrai que du coup, sur le retour, on réfléchissait et on parlait du sujet de la motivation et ça nous a donné le thème d'aujourd'hui, que finalement la motivation, c'est un outil à double tranchant et c'est souvent la discipline qui est plus importante que la motivation. La motivation, c'est pas linéaire et s'attendre à la garder tout le temps, je pense que c'est un peu se mettre la poudre aux yeux. Oui. Donc... Oui, tout à fait. C'est vrai que, en fait, la motivation, en général, vous allez en avoir énormément au début et c'est génial parce que c'est ce qui permet de partir à l'action, tout simplement. La motivation, vraiment, c'est ce qu'il faut que vous ayez dès que vous voulez commencer quelque chose. Plus vous en avez, plus vous allez avoir une inertie au début pour partir vite, partir fort. Le problème, c'est qu'elle a tendance à s'estomper dans le temps et notamment, si on revient sur le sujet de l'investissement, c'est vraiment un domaine où votre motivation va baisser de semaine en semaine parce qu'en fait, on veut que ça aille vite, on pense qu'on va tout défoncer en quelques jours, quelques semaines et le problème, c'est que ça prend des mois, voire des années et en fait, c'est très dur de la garder, elle va s'effiler dans le temps et si vous restez pas concentré sur votre ligne, malheureusement, vous allez risquer de perdre courage, de tout simplement décider d'arrêter ou de faire autre chose. Je pense que la motivation, elle est là quand les résultats sont là, en fait. C'est toujours la notion de plaisir immédiat, plaisir différé. Exactement. Quand on met des actions en place et qu'on a les résultats rapidement, forcément, ça rebooste pour la suite. Quand on met plusieurs années à les avoir, forcément, ça peut paraître difficile. Et à nous aussi, d'ailleurs, ça nous est arrivé plus d'une fois en 5 ans. Tu pourrais nous raconter ton pire moment dans ta carrière ou du moins dans ton plan investissement? Oui, tout à fait. Alors, ce moment où vraiment on s'est posé la question de tout arrêter et de repartir dans le Boomer Dream, c'est arrivé fin 2021. Où en quelques mois on a eu un enchaînement de problèmes. Je pense que c'est la fois où dans tous nos investissements on a eu le plus de gros problèmes en même temps, surtout qu'en plus forcément on n'avait peut-être pas encore l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est normal, on progresse dans le temps. Pour vous faire les grandes lignes, on va dire que le plus gros problème qu'on a eu c'était le décès d'un locataire dans un appartement qui avait été très malade et qui malheureusement sa maladie avait fait en sorte que tout l'appartement avait été dégradé parce qu'en fait il avait un syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est simplement que vous accumulez énormément de choses, donc en fait le problème c'est que l'appartement était une poubelle géante. Donc on s'est retrouvé à gérer un décès, gérer la famille, gérer des travaux qui n'étaient pas prévus, donc ni la trésorerie, ni la gestion des travaux qui avaient été faits, plus forcément on a voulu en faire une partie nous-mêmes pour économiser, mais le problème c'est que ça nous a rajouté du temps, énormément de temps. On a même fait ça en semaine après notre job, on partait
rentrait à 19h, la voiture chargée de matos, on rentrait à minuit, se coucher, enfin c'était vraiment des semaines qui étaient très compliquées. Et en même temps, encore si on avait eu que ça aurait été des semaines difficiles, mais ça aurait pu aller. En fait, en même temps, on a eu des gros soucis avec d'autres locataires, alors des soucis moins graves, mais qui nous ont mangé énormément de notre temps disponible et de notre énergie mentale. Et en plus, on réalisait une acquisition en même temps où il y avait énormément de biens à louer. C'était des locaux professionnels. Il y en avait plusieurs à louer, donc en plus... Pas au même endroit. Pas au même endroit. Et du coup, on se retrouvait en plus à publier des annonces, chercher des locataires, faire des visites. Et vraiment, on a fait tout ça en même temps, en l'espace de 2 mois et demi. Et c'est vrai que là, on s'est retrouvé des journées, plus aucune motivation, vraiment crevé, et à se demander si ça en valait vraiment le coup. C'était la loi de l'emmerdement maximal en fait, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait des problèmes, et ben le jour d'après, c'était encore des problèmes encore plus gros. Exactement. Franchement, c'était horrible. Exactement. Alors c'est vrai que heureusement, on s'en est sorti, et au 1er janvier 2022, 90% des problèmes étaient réglés, mais c'est vrai que ça nous a mis un sacré coup. Tu l'as vécu comment, toi ? Ben, pas bien non plus, je pense. En fait, j'ai trouvé que c'était ultra dur à gérer entre le travail, la journée. On va un petit peu au sport, donc on aime beaucoup au sport. Tenir en fait tout le planning habituel et gérer en plus l'exceptionnel sur, je pense que c'était sur 6 semaines, je pense, en tout. Un peu plus. Un peu plus de 6 semaines. Franchement, j'en voyais pas le bout et c'était une fatigue mentale, une charge mentale qui était ultra difficile, et je me suis même demandé pourquoi est-ce qu'on s'infligeait tout ça. Oui, c'est vrai, c'est exactement la question qu'on s'est posée, en fait, c'est que quand vous perdez complètement la motivation, vous en venez à vous poser la question, mais pourquoi je fais ça ? En fait, vous remettez en question le pourquoi qui vous a lancé, le pourquoi qui était à l'origine de votre motivation à la base, vous le remettez en question, et tout simplement vous hésitez à tout arrêter, à prendre un chemin qui serait plus facile pour vous à l'instant T, mais qui ne le serait pas à long terme, parce qu'en fait vous n'accomplirez pas vos projets si forcément vous renoncez maintenant. Et c'est vrai que qu'est-ce qui nous a permis de tenir ? En fait, ça a été la discipline. Ça a été la discipline de tout simplement comprendre que là actuellement on était la tête sous l'eau, qu'il fallait l'accepter, qu'il fallait avancer jour après jour, semaine après semaine, et qu'au bout d'un moment ça allait se régler. Oui, il y a toujours une fin à ce genre de moment. Il y a toujours une fin. Hein. Et la fin est positive, hein, parce que ça reste de l'investissement. On a rebondi, on est reparti. Et là aujourd'hui, on vous dira pas qu'on en rigole, mais en tout cas, on en souvient comme de l'expérience acquise, et le fait que quand on est passé à travers ça, on se sent plus solide pour tout simplement affronter tout ce qui peut venir derrière. Bon, j'espère qu'on revivra pas quand même un syndrome de Diogène. Oui, c'est vrai que le syndrome de hardcore, le combo décep, le syndrome de Diogène, j'en ai parlé pas mal à d'autres investisseurs, et je pense qu'il est collector, il y en a peu qui l'ont, et j'espère vraiment qu'on ne le revivra pas. A contrario, pour donner une ligne un peu temporelle, c'était il y a 2 ans. Et 1 an après, je pense que tu peux raconter plus ou moins ce qui est notre meilleur moment dans l'immobilier. Oui, alors c'est marrant parce que notre meilleur moment dans l'immobilier, il n'est pas intervenu en même temps avec Marie, mais moi mon meilleur moment, il est arrivé en fait début 2022, donc juste après le moment très difficile qu'on est en train de vous raconter. D'un point de vue psychologique, j'ai rebondi assez vite, je me suis senti rapidement mieux, et particulièrement parce qu'en fait j'ai fait les comptes. Moi j'aime bien faire les comptes en début d'année, de savoir un petit peu où on en est des investissements, combien on a gagné, combien ça coûte vraiment, de savoir la vraie rentabilité de ce que vous avez fait, et de le comparer au temps passé. Et en fait je me suis rendu compte que sur l'année 2021, malgré tous les problèmes qu'on a eu, les charges en plus, les travaux qui n'étaient pas prévus, malgré ça, on s'était finalement plus enrichi avec nos investissements qu'avec chacun notre travail, alors que pourtant on est tous les deux à temps plein. Et là vraiment je me suis rendu compte qu'en fait en ayant à peu près consacré sur l'année 2021 à peu près 7 à 8 heures par jour à mon job, et en ayant consacré seulement 1 à 2 heures à nos investissements sur toute l'année en moyenne, hein, là je le lis sur l'année, on avait gagné beaucoup plus par nos investissements. Et là je me suis rendu compte vraiment de la puissance de la machine qu'était l'investissement immobilier et les crypto-monnaies, parce que j'avais fait pas mal de plus-value sur les crypto-monnaies début 2021, donc ça représentait à peu près chacun la moitié de l'enrichissement qu'on avait généré, mais c'est vraiment là où je me suis rendu compte que c'était bien plus puissant que finalement tous les ennuis qu'on avait traversés. Je me suis dit en fait ça en vaut vraiment la peine, et on avait traversé une étape très difficile, mais on l'avait surmonté, c'était sûr que derrière ça allait rebondir très fort. C'est rigolo parce que du coup moi je le vis un petit peu différemment. Moi mon meilleur moment on va dire c'était 6 mois après toi. Moi aussi j'aime bien faire les comptes. Et en fait, je me suis rendu compte 6 mois après qu'en fait, il nous restait 2 ans à travailler.
Et là, je me suis dit, c'est bon, je sais pourquoi je le fais. Oui, parce qu'en fait, c'était fin d'année 2022. Là, on s'est rendu compte qu'on s'était fixé l'objectif au 31/12/2024 de quitter notre job salarié et qu'enfin, on quitterait le Boomer Dream. Ou du moins, on a le choix de le quitter ou non. Je pense que c'est bien de faire un de faire un parallèle au sport, parce que souvent quand on parle de motivation, on pense souvent au sport. Toi, tu fais beaucoup de sport. Je sais que c'est quelque chose qui rythme beaucoup ta vie. Parle-nous un peu de comment est-ce que tu fais pour rester motivé au sport. Alors c'est vrai que c'est un bon parallèle avec le sport parce que si vous fixez des objectifs dans le sport ou si vous avez déjà fait un sport à un certain niveau et vous avez décidé de progresser de manière importante, vous savez que vous avez dû suivre une programmation, en tout cas des objectifs qui ont été assez importants. Par exemple, typiquement, peut-être s'entraîner 4 fois par semaine, le tenir pendant 1 année, voire parfois 2 années, voir votre évolution et vous fixer des objectifs de résultats. Et c'est vrai que si vous êtes resté uniquement sur votre motivation, il y a fort à parier qu'à un moment donné, soit vous avez abandonné, soit il y a eu un creux dans votre année sportive où pendant 2 mois vous n'êtes pas entraîné ou pas, ou même à la même fréquence, à la même intensité qu'au début, et finalement ça nuit à votre performance finale. Et ça, c'est effectivement quand on se base uniquement sur sa motivation, on peut pas en fait tenir dans la durée parce qu'il y a forcément un moment où la motivation elle s'en va, il peut y avoir des problèmes personnels, il peut y avoir des changements d'emploi du temps, il peut y avoir un changement de professionnel aussi, de la fatigue physique aussi, simplement qui peut effectivement perturber votre entraînement et vous empêcher d'aller plus loin. Et l'élément moteur qui vous permet de ne pas traverser cette phase, ou en tout cas de la traverser avec le plus de facilité possible, c'est la discipline. Alors effectivement, c'est difficile parce que vous vous retrouvez à vous entraîner pendant toute une période en vous demandant tous les jours pourquoi vous infligez ça et pourquoi finalement vous choisissez pas la solution de facilité de rester chez vous à vous reposer, à aller manger avec vos amis au restaurant et de pas suivre le plan diététique ou le plan d'entraînement que vous êtes fixé. Mais pourtant, ça paye, et c'est en fin d'année, quand vous faites les comptes et quand vous regardez votre progression, vous vous dites bon, j'ai pas abandonné, à un moment donné j'ai eu un creux dans ma motivation, mais ma discipline a fait que j'ai gardé l'intensité et la fréquence nécessaires pour atteindre mes objectifs, et finalement, au bout de quelques mois, la motivation revient. Je pense que c'est valable dans le sport ou dans l'investissement d'une manière générale, mais je pense qu'il est important de se créer des habitudes. De mettre en place tous les jours des habitudes qui sont faciles, qui sont tenables et surtout qui vous permettent de faire les actions qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Et j'avais lu un livre là-dessus qui s'appelle Un rien peut tout changer de James Clear, que je vous recommande vraiment parce qu'en fait il explique que pour qu'une habitude soit maintenue, donc par exemple aller au sport tous les jours, il faut que les conditions soient faciles à mettre en place pour créer l'habitude. Je sais pas, par exemple, prendre une pause de 2 heures à midi, et ben vous savez que tous les midis, votre temps il est consacré au sport. Donc là, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien du tout. Vous savez qu'à midi, c'est 2 heures de sport. Pareil pour manger proprement et pas craquer, aller se chercher un McDo, je sais pas si vous êtes sur votre lieu de travail, ne pas commander Uber ou aller au McDo. Et ben il faut que le Tupperware soit fait le soir, comme ça le matin vous vous posez pas la question et le midi non plus vous vous posez pas la question de ce que vous mangez, au moins c'est facile à tenir et votre diète elle est faite. Et je pense que dans l'immobilier c'est la même chose, il faut mettre en place des process qui rendent les choses faciles. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé comme genre d'habitude ? Parce que au final sur l'immobilier, même les cryptos, tu travailles tous les jours et ça te prend pas beaucoup de temps et c'est efficace en fait. Oui, moi ce que j'utilise vraiment comme habitude qui marche très bien, c'est le système de la to-do list en fait, tout simplement. Où en fait, alors la to-do list, si vous connaissez pas, c'est simplement vous faites une liste avec les choses que vous voulez absolument faire dans la journée. Éventuellement, vous pouvez même mettre un horaire en face si vous avez un emploi du temps qui est chargé et vous savez qu'à telle heure vous allez devoir le faire. Et moi, tout simplement sur le téléphone, je mets des rappels. Donc à une certaine heure, j'ai un rappel de telle tâche à faire. Par exemple, ça peut être téléphoner à un agent immobilier, répondre à un mail d'un notaire. Ça peut aussi être passer un ordre de virement sur votre plateforme de crypto. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses que je me force à faire et je m'oblige à les faire les jours où je l'ai prévu. Ça permet que je le procrastine pas, que je me dise pas non mais c'est pas grave, je le ferai demain, je le ferai après-demain, et que je perde du temps, que je passe à côté d'opportunités ou que ça retarde nos projets. Mais c'est pas mal ce livre, hein. C'est vrai que je l'avais pas lu. Tu l'as lu il y a combien de temps à peu près ? Je sais pas, je dirais il y a 1 an.
Et t'as mis combien de temps pour mettre en place les stratégies qui étaient données dans le livre ? Je dirais 3 semaines. En fait, le truc, c'est qu'une habitude, ça s'acquiert. Il faut un certain délai de temps pour qu'elle soit acquise et qu'elle soit bien mise en place. Donc après, les livres de développement personnel, c'est comme tout. Si en fait vous le lisez, vous le trouvez bien, etc., mais que vous mettez pas les actions directement après, il va rien se passer. Donc ouais, j'avais des objectifs en tête à ce moment-là, et je m'étais dit j'y arrive pas, machin, et le livre m'a vachement débloqué là-dessus. Donc je dirais 3 semaines avant de réfléchir à ce que j'allais faire, etc., et à commencer à mettre les choses en place. C'est vrai que quelque chose qui marche assez bien aussi et qui est important, c'est de se libérer du temps, parce que souvent, même si par exemple vous mettez en place une routine qui vous permet d'atteindre vos objectifs et de faire ce que vous avez décidé de faire, vous avez parfois l'impression que simplement vous n'avez pas le temps et que votre job est trop prenant, que vos tâches ménagères que vous devez faire chez vous ou même votre sport peuvent vous consommer le peu de temps disponible que vous avez. C'est important, si vous voulez investir, si vous voulez avancer sur vos projets, de vous libérer du temps. Et se libérer du temps, ça va avant tout passer par faire les bons choix sur finalement qu'est-ce que vous choisissez de faire passer en premier. Typiquement, le job de chacun est important, tout le monde veut bien faire son travail et sait qu'effectivement quand on est employé, voilà, il faut bosser, il n'y a pas le choix, même si on est à son compte c'est encore plus important, il faut faire le job pour ses clients et les satisfaire quoi qu'il arrive, c'est tout à fait normal. En revanche, il faut toujours garder à l'esprit ce qui est le plus important pour soi. Si ces projets sont plus importants pour vous, il faut absolument qu'ils passent avant le reste. Et passer avant le reste, ça veut dire que typiquement, si vous avez 10 coups de téléphone à passer, que vous en avez 2 pour vos projets et 8 pour le boulot, il faut commencer par les 2 pour votre projet. Effectivement, vous allez avoir l'impression que vous faites plus mal votre job et au final, vous allez vous rendre compte que les 8 appels pour votre boulot, si vous les faites un quart d'heure plus tard que ce que vous avez prévu, ça ne change quasiment rien, vous arriverez aux mêmes objectifs, peut-être même que vous aurez été plus productif parce que vous aurez la petite voix de vous dire j'ai perdu un quart d'heure, et au moins les 2 appels que vous avez fait pour vos projets, ils auront été faits. Vous n'aurez pas perdu de temps, vous aurez avancé et vous ne retrouverez pas à 18h quand plus personne ne travaille et que vous devez absolument passer aujourd'hui ces 2 appels à vous dire j'ai pas pu les faire, tant pis je les ferai demain et finalement le procrastiner. Après on retombe à chaque fois dans le même cercle. Dans le même cercle exactement, de la procrastination et finalement de la facilité de reporter ce qui doit être fait aujourd'hui. Parce que je pense qu'il est intéressant de discuter aussi avec toi parce que t'es quelqu'un de très très organisé et du coup de très très productif. C'est-à-dire que au final ton job salarié, tu t'organises plus ou moins comme tu veux parce que t'as du télétravail, etc. C'est quoi les clés du coup pour toi pour réduire un maximum ton temps de travail, ou du moins les tâches à faire pour ton job salarié et du coup te créer vachement de temps pour le reste de ta journée, c'est-à-dire aller au sport, gérer les business à côté. Je pense que c'est la mise en place de process. C'est vraiment, alors ça vous l'avez peut-être entendu si vous voulez créer des jobs ou être à votre compte tout simplement, mais c'est vrai que la mise en place de process ça peut faire peur parce que dès qu'on est dans une boîte en général les process on n'aime pas trop, mais les process que vous mettez à votre échelle personnelle finalement c'est entre vous et vous-même, donc vous les dessinez un petit peu comme vous voulez, et c'est vrai que moi j'ai mis en place tout un tas de process qui me permettent de prendre des décisions plus rapidement, de passer des coups de fil plus rapidement. Par exemple, un exemple tout bête, mais c'est vrai qu'en général je regroupe tous mes appels en fin de matinée ou justement en fin d'après-midi, et en général je les fais quand je suis en voiture, parce qu'en voiture j'ai le kit main libre, j'ai l'habitude de téléphoner en voiture, et c'est vrai que finalement la voiture, le trajet que je fais de mon lieu de travail à la salle de sport, c'est un peu une perte de temps. En réalité je rentabilise ce temps en passant plusieurs appels à ce moment-là, et ça me permet de pas oublier, et en plus souvent d'avoir plus de disponibilité de la part des personnes que je dois joindre, parce que finalement à midi il y a beaucoup de gens qui justement décident de prendre leur pause ou alors vont tirer leur matinée jusqu'à 12h30, 13h. Donc en général si vous les appelez entre 11h50 et midi 20, vous allez facilement avoir vos interlocuteurs au téléphone, parfois plus rapidement que si vous deviez les joindre à 9h ou en début d'après-midi à 14h. Donc c'est vrai que ça c'est typiquement le type d'exemple que j'ai mis en place, et après ça va surtout passer par la priorisation, c'est-à-dire que quand je dois répondre à un mail, quand je dois faire une tâche, je dresse vraiment la liste de qu'est-ce qui doit être fait maintenant et qu'est-ce que je peux faire plus tard. Il y a des choses finalement vous pouvez les faire en fin d'après-midi, en fin de journée, même quand il n'y a plus personne au job, que ce soit pour vos projets ou même pour votre propre job. Si vous pouvez vous organiser de cette manière, vous pouvez parfaitement le faire en fin d'après-midi si vous avez besoin de joindre personne et que c'est simplement compléter des tableaux ou renseigner des informations. Donc c'est vraiment le plus important, c'est vraiment voir ce qui est le important à faire en premier et voir quand vous passez vos appels.
En fait, du coup, tu te concentres sur vraiment l'exécution des tâches sans trop te poser de questions et on avance, quoi. Il n'y a pas de secret miracle. Souvent, on pense qu'il y a des choses à savoir, une technique particulière. En fait, non, il suffit d'être organisé et d'avancer comme ça. Tout à fait, il faut appliquer le plan en fait. Quand vous dessinez un plan, quand vous avez mis en place une stratégie et que vous avez fixé un objectif, il faut appliquer le plan jour après jour, pas se poser des questions toutes les 20 secondes de savoir si c'est vraiment la meilleure des manières, il faut avancer. Alors la remise en question est importante, elle est utile, mais elle ne doit pas venir perturber vos actions et il faut avant tout avancer sur ce que vous avez prévu de faire. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour vraiment arriver à faire tout ce que tu as prévu le matin ? Moi, je dirais que je fais d'abord tout ce que j'ai pas envie de faire. Vraiment, parce que moi, je suis une grande procrastinatrice. Vraiment, dès qu'il y a un truc que j'aime pas, j'ai tendance à le pousser au lendemain, etc. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que, enfin, sur ce qui marche pour moi, c'est que je m'organise pour faire tout ce que j'aime pas d'abord. Et après, au moins, j'ai l'esprit libre. Enfin, c'est comme ça que je gère ma charge mentale. Et voilà, je pense que c'est la seule astuce que je peux rajouter à la tienne. Mais c'est vrai que c'est pas mal, ça aussi je l'ai fait quand j'ai commencé à bosser sur le job où j'étais. J'ai aussi, c'est vrai, cette technique de commencer par ce que j'aimais le moins, en me disant comme ça au moins c'est fait et après on est tranquille. Et c'est vrai qu'avec le temps, quand j'ai mis plutôt en place la technique de vraiment prioriser ce qui était le plus important en premier, j'ai tendance aussi à aller vers ce qui va le plus vite. Parce qu'en fait, quand vous avez plusieurs choses à faire en même temps, vous pouvez vous sentir un petit peu débordé. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout ce qui est rapide. Je le fais en premier, comme ça, ça diminue la liste. Et finalement, si vous aviez 6, 7, 8 choses différentes à faire, tâches, ouais. Si vous en reste déjà plus que 3 au bout d'un quart d'heure, vous avez l'impression que vous avez super avancé. C'est vrai. Tu pourrais expliquer pourquoi, enfin, c'est notre avis, après, on est libre à la discussion, pourquoi c'est pas utile de travailler 50 heures semaine ? Oui, alors ça, c'est... Qu'on soit salarié ou à son compte, hein. C'est effectivement le plus gros piège dans lequel peut tomber notre génération et qui est poussé vraiment par la génération des boomers qui a vraiment ce fonctionnement-là de se tuer pour le travail. Ouais, mais parce qu'à leur époque, en fait, ça marchait bien de faire ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour eux, ceux qui se sont le plus tués, c'est parfois ceux qui ont eu les plus gros résultats sur leur carrière et à titre professionnel. Nous, aujourd'hui, ça marche quand même assez différemment. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous tuer dans un job et avoir aucun retour finalement sur l'investissement que vous allez mettre. Et c'est vrai que travailler énormément, je trouve que c'est pas intéressant. En fait, il faut bien travailler. Et bien travailler, ça veut dire faire ce pourquoi vous êtes employé ou le contrat que vous avez avec vos clients si vous êtes à votre compte. C'est-à-dire, il faut faire les choses bien, faire un peu le strict minimum, mais pas le voir dans le mauvais sens du terme, en mode vous bâclez le travail. Simplement, vous faites le travail d'une bonne manière, mais il faut pas commencer à vouloir travailler 50 heures, à faire des heures supplémentaires, à rester jusqu'à 20 heures tous les jours. Vous allez vous enfermer dans votre job, vous allez parfois vous isoler socialement et en plus ça va vous générer énormément de fatigue, voire vous amener au burn-out et vous risquez de n'avoir aucun retour. Alors il y a des cas où ça peut marcher, hein, vous allez énormément travailler, vous vous retrouvez dans une boîte ou dans un secteur à votre compte où ça va effectivement payer. J'ai remarqué quand même autour de nous que la plupart du temps ça ne marchait pas, qu'il vaut mieux privilégier de bien faire son travail, de respecter ce qui est convenu. Si vous devez travailler 40 heures, vous travaillez 40 heures, vous faites ce qu'on vous a demandé de faire en 40 heures et à côté ça vous libère du temps si vous voulez travailler plus justement de le concentrer sur vos projets et vos investissements et pas finalement dans votre job où vous n'allez pas gagner davantage. Moi en plus je peux en parler en connaissance de cause parce que c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. C'est-à-dire que j'avais un job pour lequel j'étais payée un certain prix, un certain nombre d'heures et en fait le travail qu'on me demandait c'était pas possible, enfin c'était pas réalisable en fait sur le nombre d'heures imparties. Et ce que j'ai fait c'est que je me suis vouée corps et âme pour essayer de finir ce qu'on me demandait de faire et je me rendais bien compte que c'était pas possible et au final je me suis épuisée, mais quand je dis épuisée c'est que vraiment épuisée, j'ai tiré sur la corde, je me suis déclenché une maladie de peau, enfin vraiment ça a été vraiment difficile et du coup ce qui était prioritaire en plus à côté n'avançait pas, c'est-à-dire que quand je rentrais j'étais trop fatiguée pour mentalement et physiquement pour gérer le reste, donc heureusement Julien était quand même là pour pallier à ça, mais pour vous dire que ça vaut pas le coup parce qu'au final on m'a jamais dit merci et au contraire on me dit qu'on comprend pas mon état. Oui, surtout qu'en plus ce que tu peux rajouter c'est que c'était pas de ta faute dans le sens où il y a
dire, un métaverse parallèle où ça aurait été possible de faire tout le travail qu'on te demandait, mais avec des process, avec des équipes, peut-être même avec une clientèle différente, c'est-à-dire que tout était aligné pour que dans les faits c'était pas possible, mais sur le papier on t'avait vendu que ça l'était. Et c'est vrai que là on peut encore voir une histoire un petit peu de génération, c'est que le travail qui était demandé, si on avait demandé le même il y a 30 ans avec moins de papier, moins de process, moins de contrôles URSSAF, moins de contrôles fiscaux, moins de bugs informatiques sur le site des impôts que tu avais à gérer toute la journée pour la comptabilité des clients que tu avais en gestion. C'est vrai que s'il n'y avait pas tout ça et qu'on était 30 ans en arrière, ça aurait été possible, mais là en 2023 avec les outils que tu avais, ça l'était pas. Ouais, il y avait beaucoup de tâches parasites et en fait les organes qui dirigeaient tout ça se rendent tout simplement pas compte de ce que c'est en fait du terrain. Ils vont vous dire ah ouais mais ça c'est réglé en 2 minutes. Ouais bah en fait 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes, la journée elle est quand même vite finie. Et voilà, surtout, en fait, ma seule erreur, c'est d'avoir pensé que ça servait à quelque chose de me vouer corps et âme à un job qui, en fait, n'était pas mon entreprise et qui, surtout, du coup, m'a pénalisé sur le reste parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pu avancer beaucoup mieux si j'avais pas été aussi pris par le temps. Et en fait, avec, du coup, l'expérience, je me rends compte que je suis beaucoup plus productive à travailler 7 heures maximum par jour. C'est-à-dire que j'arrive à finir un nombre de tâches sans subir beaucoup plus important que quand je travaillais 10 à 12 heures par jour. Oui, et en plus, ce qui est souvent marrant, c'est que typiquement dans ce type de boîte où vous avez l'organisation qui n'est pas faite de manière à ce que les salariés à leur poste puissent accomplir tout ce qu'ils leur est demandé, ou s'ils sont pas assez nombreux, ce sont des boîtes où il y a des turnovers hyper importants et où en fait on vous dit que s'il y a du turnover, c'est parce que notre génération veut pas travailler, qu'on s'implique pas, qu'on veut pas faire monter l'entreprise, etc. Alors qu'encore une fois, on n'est pas associé, on n'aura aucun gain à la fin, même s'il y a 2 fois plus de clients à la fin de l'année. Alors autant effectivement l'associé, lui, il va augmenter sa rémunération de manière sensationnelle, mais absolument pas le salarié. Au mieux, tu auras une prime de 1000 balles, c'est tout, alors que tu auras fait 3 fois plus de travail. Même sans parler d'argent, la récompense, elle peut venir par d'autres moyens, c'est-à-dire on vous fait monter en grade, voilà, il y a de la reconnaissance tout simplement, même verbale, ça fait toujours plaisir et bon, financier, c'est sûr que c'est toujours sympa, mais rien que là, en fait, personne n'a compris quoi, mon état. Donc et tout ça, ça pallie à ma motivation pour le reste, parce que du coup, j'étais prise dans mon train-train quotidien. J'étais là avec mes bilans, qu'est-ce qu'on s'en branle en fait. Oui, en plus, je pense que ça te tirait même dans la mauvaise direction, parce que finalement, tu mettais de la discipline dans ton quotidien, mais tu la mettais pas au bon endroit. Au lieu de la mettre vraiment dans ce qui était important pour toi, tu la mettais finalement dans un job qui, quoi qu'il arrive, allait finir par t'amener à bout. C'est ça. Donc, bon, après, ça fait partie de l'expérience, mais bon, voilà, je préfère raconter quand même. Je pense que je suis pas la seule à vivre ça. Oui, c'est certain. Surtout qu'en plus, ça aussi, pour rebondir sur le fait de ne pas consacrer forcément trop de temps à votre travail, c'est important d'avoir de la créativité, je pense, que ce soit pour investir ou si vous, après vous voulez créer des nouveaux business ou tout simplement avoir des idées. Il faut que vous vous ennuyiez. Je pense vraiment que la créativité, elle vient avec l'ennui. Et pour pouvoir s'ennuyer, il faut déjà avoir du temps. Et quand j'appelle de l'ennui, c'est pas que vous savez pas quoi faire, c'est simplement que vous avez réussi à faire suffisamment de choses dans la journée pour avoir l'esprit assez libre, pour le laisser tout simplement voler à la création de nouvelles solutions, de nouvelles idées, la réflexion. Et c'est vrai que quand on est la tête dans le guidon, impossible, on peut même pas penser. Une erreur 404 à partir de 18h, 19h. Effectivement, si maintenant vous travaillez 10 heures par jour, 6 jours sur 7, vous allez vous retrouver le soir, vous allez vous dire mais il est impossible que j'ouvre mon ordinateur pour regarder à des biens immobiliers et éventuellement réfléchir à un investissement. Il faut vraiment comprendre que si vous voulez investir, ça va prendre du temps. Et que c'est vraiment la discipline qui va vous permettre de vous porter, que vous n'allez pas devenir millionnaire en quelques mois, sauf si vous avez vraiment beaucoup de chance ou que vous avez un accident positif de richesse qui est très important. Et le problème, c'est que c'est vrai que pour mettre en place la discipline, il faut quand même que vous ayez passé à l'action. Qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui n'a pas encore pu mettre cette discipline justement ? Je pense que déjà il faut être sûr de ce qu'on veut, parce que alors la discipline oui, mais à la base, il y a quand même un fond de motivation et je pense qu'il faut être sûr de ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous voulez vivre la vie auquel vous rêvez, il faut garder ça en tête tout le temps. C'est-à-dire que même dans les moments où c'est un peu dur, la discipline aide, mais elle s'aide parce qu'on sait ce qu'on veut. Du coup, voilà, je pense que déjà, il faut commencer petit.
c'est-à-dire mettre en place des actions qui fonctionnent, sur lesquelles vous voyez progresser et avancer comme ça, déterminer un plan, court terme, moyen terme, long terme, et voyez-vous, comment on peut dire, il faut se voir avancer en fait. Et ça déjà, ça aide à garder la motivation, mais tout ça c'est possible que si vous êtes discipliné tous les jours, parce que la motivation ne sera pas là tous les jours. On a tous des baisses de motivation. Il y a des matins on n'a pas envie, il y a des soirs où tout le monde nous gonfle. Il faut rester discipliné. C'est ça, je pense que vraiment ça fera le mot de la fin de ce podcast. Motivation vs discipline, c'est suivez le plan. Oui, c'est important, soyez fiable envers vous-même, c'est-à-dire que quand vous vous promettez de faire quelque chose, d'établir un plan, de mettre les actions en place, faites-le. Vous vous rendrez service et vous serez quelqu'un de discipliné. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas les petites étoiles sur les plateformes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!